Alors, gammapathie monoclonale. Rien que le nom, ça peut paraître un peu complexe, voire intimidant. Mais en réalité, derrière ce terme médical se cache un phénomène vraiment fascinant qui se passe à l'intérieur de notre corps. On va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne beaucoup plus clair. Pour bien comprendre, on peut s'imaginer notre système immunitaire comme un immense réseau d'usines. Des usines qui fabriquent des anticorps pour nous défendre contre les maladies. La vraie question, c'est que se passe-t-il quand l'une de ces usines devient, disons, un peu rebelle et se met à produire en masse sans aucun contrôle? Eh bien, toute la réponse se trouve là, dans le fonctionnement de ces fameuses usines, qu'on appelle les plasmocytes. Il faut comprendre ce qui se passe quand un seul clone, une seule lignée de cellules, prend complètement le dessus. On a comparé deux situations. D'un côté, on a le cas normal, sain, qu'on appelle polyclonal. Là, c'est l'harmonie parfaite. Plein d'usines différentes produisent toute une variété d'anticorps. C'est une armée diversifiée, prête à tout. Et de l'autre côté, on a le cas monoclonal. Là, une seule usine déréglée se met à faire des copies d'elle-même, encore et encore. Et elle inonde notre corps avec un seul et unique type d'anticorps qui est souvent totalement inefficace. Ce qui est intéressant, c'est que cette différence, on peut la voir très concrètement dans une analyse de sang. Avec un test qu'on appelle l'électrophorèse des protéines, une réponse saine, normale, ça ressemble à une courbe large, un peu comme une colline. En revanche, cette surproduction monoclonale, ça crée un pic très étroit, très pointu. C'est un signal visuel qui ne trompe pas. Bon, maintenant qu'on a bien cette image du pic en tête, il est temps de s'attaquer au nom lui-même, de décortiquer un peu ce jargon pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Alors voilà la définition officielle. Monoclonal, on l'a vu, ça veut dire qui vient d'un seul clone. Et gammapathie, ça fait référence aux gamma-globulines, qui sont tout simplement les protéines qui composent les anticorps. Donc en clair, c'est une maladie liée à la surproduction d'anticorps par une seule et même lignée de cellules. C'est aussi simple que ça. Le truc, c'est que la médecine aime bien utiliser plein de mots différents pour dire la même chose. Alors on peut tomber sur des termes un peu barbares, comme paraprotéinémie ou dyscrasie plasmocétaire. Faut pas s'inquiéter, tout ça, ça désigne le même problème de fond, notre fameuse usine rebelle qui est devenue complètement hors de contrôle. Et là, on arrive à la question que tout le monde se pose évidemment, face à un diagnostic comme celui-là. Est-ce que c'est grave, bénin ou malin? C'est vraiment le point essentiel à comprendre. Ces conditions, elles existent sur un large spectre. D'un côté, il y a la gammapathie monoclonale de signification indéterminée, ou MGUS. C'est une condition précurseur, souvent bénigne, qui n'entraîne pas de dégâts. Mais de l'autre côté du spectre, on trouve des cancers comme le myélome multiple, où là, la prolifération est bien plus agressive. La surveillance est donc absolument primordiale. Alors, comment les médecins font la différence entre les deux? Ils ont un outil, une sorte de pense-bête très simple pour savoir quand la situation bascule vers quelque chose de malin. Ce sont les critères CRAB. CRAB, CRAB. Qu'est-ce que ça veut dire? C, c'est pour l'hypercalcémie, un taux de calcium trop élevé. R, pour l'insuffisance rénale, quand les reins sont touchés. A pour l'anémie, le manque de globules rouges. Et enfin B, qui vient de l'anglais bone lesions, pour les lésions osseuses. Chacune de ces lettres, c'est un signe que la maladie cause de vrais dégâts aux organes. Prenons le C, l'hypercalcémie. Environ 15% des patients avec un myélome multiple ont un taux de calcium trop élevé. C'est souvent le signe que les os s'abîment et relâchent leur calcium dans la circulation sanguine. Ensuite le R, pour les reins. Et là, c'est un problème majeur. La moitié, 50% des patients finissent par avoir une atteinte rénale. Pourquoi? Parce que les reins sont tout simplement débordés, submergés par cet excès de protéines anormales qu'ils doivent filtrer. Passons au A, l'anémie. C'est un des symptômes les plus fréquents, il touche 70% des patients. En fait, la moelle osseuse est tellement envahie par ces plasmocytes anormaux qu'elle n'a plus la place pour produire assez de globules rouges, d'où la fatigue intense. Et enfin, le B pour les lésions osseuses. C'est un chiffre marquant, 70% des patients en souffrent, comme pour l'anémie. Ce sont ces lésions qui provoquent des douleurs, parfois très fortes, et qui peuvent même mener à des fractures. C'est vraiment un signe caractéristique d'une maladie active. Mais, au-delà de ces critères CRAB, il y a d'autres facteurs qui aident à évaluer le pronostic. En gros, qu'est-ce qui va indiquer si la maladie risque d'évoluer rapidement, ou au contraire de rester stable pendant longtemps? Du côté des bonnes nouvelles, un pronostic favorable est souvent lié à plusieurs choses. Un faible taux de cette protéine anormale, des niveaux normaux pour tous les autres anticorps, très peu de plasmocytes anormaux dans la moelle osseuse et bien sûr, l'absence totale des fameux critères CRAB. À l'inverse, certains signaux sont plus inquiétants. Par exemple, un taux de protéines qui est non seulement élevé, mais qui continue de grimper. Ou alors une chute des autres anticorps sains. Si on a plus de 10% de plasmocytes dans la moelle ou qu'on détecte des protéines spécifiques dans l'urine, tout ça, ce sont des signaux d'alarme. Et il y a un fait important à garder en tête. Cette condition, elle est très souvent découverte par hasard. Généralement, autour de la soixantaine, à l'occasion d'un bilan sanguin fait pour toute autre chose.
Ça montre bien à quel point elle peut être silencieuse au début. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Si une condition aussi importante peut être découverte de manière totalement fortuite, ça pose une question plus large. Quels autres messages, quels autres signaux notre corps essaie-t-il de nous envoyer en silence ? C'est une question qui nous invite tous à rester un peu plus à l'écoute de notre santé.